poursuit en direct sur Facebook. On a le plaisir maintenant d'accueillir Adeline Salabarou. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes gérante chez Edmond Rothschild Asset Management. Alors, un petit mot pour situer Edmond Rothschild Asset Management dans le monde. C'est 6 centres de gestion. Vous positionnez comme un acteur multispécialiste avec plusieurs segments d'expertise, comme la gestion action bien sûr, la dette d'entreprise, multigestion ou la gestion quantitative. 53 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2015, 530 collaborateurs, dont 100 professionnels, dont vous faites partie de l'investissement. Voilà donc pour la carte postale. Maintenant, on va parler du fonds que vous pilotez, un fonds Global Healthcare, donc spécialisé dans la santé au niveau mondial. Je vous laisse nous le présenter en quelques mots. Le fonds Edmond Rothschild Global Healthcare, en effet, est positionné sur le secteur de la santé. L'objectif est de capter la dynamique de croissance du secteur en investissant sur les actions internationales et sur l'ensemble des sous-segments de la santé, à savoir les laboratoires pharmaceutiques, les biotechnologies, services de santé. Oui, services de santé, ça va au-delà des pharma ou de la biotechnologie. C'est-à-dire que ça peut être, on pourrait imaginer des maisons de retraite, par exemple, dans le périmètre. Tout à fait, des maisons de retraite, les hôpitaux ou les services de santé aux États-Unis, les assureurs santé, bien sûr. Donc c'est un périmètre, c'est la santé au sens large. Tout à fait. 400 millions d'euros d'encours, vous pilotez aux destinées de ce fonds depuis 2009. Les performances, on dit un mot, des chiffres Alors, des très belles performances sur les 5 dernières années, plus de 20% par an sur 2012 jusqu'à 2014, 2015. 2016, un retrait des performances, on le verra, avec des marchés qui ont été un petit peu plus volatiles. Et puis, quelques interrogations aussi sur le secteur, notamment parce qu'on est dans une année électorale aux États-Unis. Et donc, un certain nombre de commentaires de politiques américains qui créent un peu de pression sur le prix des médicaments. Alors, des remboursements. Je crois qu'il faut rester assez prudent sur la capacité des politiques à contrôler les prix déjà aux États-Unis. Dans la mesure où il y a de l'innovation, il y a toujours moyen d'amener des produits, de les pricer correctement et de générer beaucoup de profits pour l'industrie. Donc, c'est plutôt une opportunité. Le repli récent depuis le début de l'année est vraiment une opportunité pour se positionner sur le secteur si on ne l'est pas déjà et bénéficier de la croissance structurelle qu'elle propose. Vous croyez en ce secteur et c'est légitime. On va essayer de comprendre en quoi c'est un secteur porteur et intéressant à vos yeux. Je vous invite donc à poser toutes vos questions à Adeline Salabarou en direct sur Facebook. Une première question de ma part qui concerne justement ce défi que représentent les biotech pour les groupes pharma. On a vu leur business model historique finalement au fil des ans se réduire comme peau de chagrin avec les médicaments qui faisaient leur fortune tomber dans le domaine générique. C'est encore un défi majeur pour ces groupes, ces grandes pharma. Les pertes de brevets, ça restera toujours un défi. Maintenant, on a passé la période extrêmement difficile de tombée générique de l'ensemble des grands produits historiques. On est loin derrière le pic maintenant. Ces pertes de brevets sont derrière nous et les laboratoires pharmaceutiques en particulier ont une capacité encore d'innovation majeure, n'ont pas arrêté les investissements massifs en recherche et développement. On nouait également des partenariats importants avec des sociétés de biotechnologie et ont redéveloppé aujourd'hui des portefeuilles de produits et ont une capacité de croissance désormais sur des produits biologiques en particulier. Donc, il ne faut surtout pas penser qu'il n'y a plus de croissance. Bien au contraire, il y a encore beaucoup d'innovation pour les laboratoires pharmaceutiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt les biopharma. Et il n'y a que ce relais de croissance, la biotech pour les groupes pharmaceutiques. Il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres secteurs? L'essentiel va venir, en grande partie, ça va venir des produits biologiques avec en particulier un certain nombre de thématiques et l'immunothérapie dans le cancer qui va être une thématique majeure. On a 2 produits qui ont été approuvés cette année dans le marché, un produit de Merck, un produit de Bristol Myers. Clairement, ça va être un des axes de croissance majeurs et le développement de l'immunothérapie, c'est effectivement une thématique très très présente dans le fonds aujourd'hui. Et on voit des grands acteurs comme Sanofi qui veulent dévorer leurs petits camarades dans le secteur comme Medivation aux États-Unis, ce mouvement finalement de fusion-acquisition, avec un risque de toujours payer trop cher, d'aller trop loin? Alors pour l'instant, l'offre qui a été faite par Sanofi sur Medivation n'est pas du tout excessive. Ils ont fait une offre à 9,3 milliards de dollars pour Medivation.
l'offre va certainement être relevée. D'ailleurs, le marché s'est déjà ajusté puisque Sanofi a fait une offre à 52,5 $ et le titre Medivation cote déjà à plus de 60 $. C'est un bon mouvement pour vous. Ils ont raison d'y aller, de sortir le carnet de chèques. Oui, c'est un très bon mouvement. Je pense que ça s'inscrit évidemment, bien sûr, dans la stratégie de Sanofi qui aujourd'hui est assez peu présent dans le domaine de la cancérologie, puisque ça représente que 4% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Ils veulent bâtir une franchise. La cancéro, c'est une grosse partie de la croissance de demain et des nouveaux produits. Et Medivation est extrêmement bien positionné avec un produit aujourd'hui, Xtandi, qui génère déjà en rythme annualisé 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et un pipeline aussi intéressant. Donc très certainement une bonne opportunité et Sanofi est extrêmement déterminé sur cette acquisition. Un secteur qui brille de mille feux, mais parfois avec ses zones d'ombre aussi, et qui en fait un secteur difficile pour le profane, le secteur des biotech, avec des scandales qui arrivent régulièrement dans le métier. Valeant, le Canadien, qu'est-ce qu'on peut en dire ça? Alors Valeant, oui, ça a jeté un peu de troubles sur le secteur, notamment. C'est ce qui pèse sur les cours d'ailleurs actuels. Ça pèse beaucoup sur les cours actuels parce que ça a été également l'opportunité de certains, de Hillary Clinton l'année dernière, de dénoncer un certain nombre de pratiques dans l'industrie. Alors les pratiques de Valeant ne doivent pas être non plus généralisées. Ils ont une pratique limite frauduleuse et clairement sur le plan éthique qui est assez contestable puisqu'ils ont fait des acquisitions de produits, pour certains d'ailleurs qui n'avaient même plus de brevets dans le marché. Ils ont multiplié par 5 ou 10 le prix des médicaments en coupant la R&D. Donc c'est une création de profit assez facile et Valeant est clairement très attaquable sur ce type de pratique. Ça n'est pas du tout le cas de l'ensemble du secteur des pharmacies de spécialité ou des biotechnologies ou encore des laboratoires pharmaceutiques. Donc je crois qu'il faut vraiment mettre le cas Valeant. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, je ne crois pas. Et au contraire, si ça a jeté un peu de trouble et si ça a été l'occasion pour certains politiques de dénoncer certaines pratiques ou essayer de contrôler un peu les prix des médicaments aux États-Unis, je pense que c'est plus une opportunité aujourd'hui de tirer profit d'une baisse de valorisation et parce que les perspectives restent absolument inchangées. Aline Salabarou, on rappelle que vous êtes la gérante d'Edmond Rothschild Global Healthcare, un fonds. Pourquoi est-ce que vous croyez en ce secteur, vous, fondamentalement? Donc, après cette partie micro et actualité, quels sont les sous-jacents qui font que vous continuez à être optimiste? Il y a 2 éléments clés en sous-jacent qui créent de la croissance structurelle. On a parlé un peu d'innovation. Ça reste vrai, c'est un des secteurs qui dépense le plus en recherche et développement et qui apporte le plus d'innovation dans le marché. Donc ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut rappeler que l'industrie, c'est parce que cette industrie qu'on dépense beaucoup plus dans la santé, qu'on a une espérance de vie qui augmente et c'est pas parce que la population vieillit qu'on dépense plus. Je crois que c'est un élément pour remettre les choses un peu en perspective. Dans le bon ordre. Exactement. Donc ça, c'est le premier élément. Donc toujours encore beaucoup d'innovations, beaucoup de besoins médicaux qui sont encore non traités et qu'ils seront bien sûr dans les prochaines années. Et puis la deuxième chose, c'est la croissance donc structurelle des dépenses de santé qui est majeure, historique. Si on regarde même dans les pays matures et aux États-Unis en particulier, l'évolution des dépenses de santé sur les 10 prochaines années, d'après le CMS, c'est 5,8% de croissance par an. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui vont connaître une telle croissance. Avec autant de visibilité. Donc cette croissance structurelle, elle existe dans les pays matures. Elle existe aussi dans les pays émergents où la dynamique de croissance est très forte. Si on regarde aux États-Unis, les dépenses de santé, c'était 5% du PIB dans les années 60, c'est plus de 17% aujourd'hui. Si on compare ça aux pays émergents et à la Chine en particulier, aujourd'hui c'est 5% du PIB. Donc vous voyez bien que le potentiel de croissance et de rattrapage par rapport aux pays développés est énorme. Et on attend 11 à 12% de croissance des dépenses de santé en Chine. Donc là aussi, avec beaucoup de visibilité sur le futur. Bon, on comprend bien le sens de la démonstration. Malgré tout, il y a toujours des revers aux médailles. Est-ce que beaucoup de groupes, beaucoup de secteurs craignent l'ubérisation? Alors, ça compte beaucoup de termes, mais... est-ce qu'on peut imaginer une ubérisation du médicament? Je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire, mais est-ce que demain on imprimera sur son imprimante 3D son aspirine ou d'autres médications? Alors ça, je ne crois pas. Je pense que les produits continueront d'être développés. Il y a quand même un processus de recherche, de fabrication, de développement avec des études cliniques
pour assurer la sécurité des produits, leur efficacité. Ça ne sera jamais remis en cause. Et ça demandera toujours des milliards d'investissements. Virtualiser de plus en plus cette recherche ou la théoriser? Alors, si on peut théoriser en partie la recherche, je pense que l'humain reste l'humain et les produits sont de plus en plus compliqués, les produits biologiques aussi. Donc, on ne coupera pas aux études cliniques. Ce qui va révolutionner l'industrie sur ce qu'on appelle le big data, finalement, c'est l'accès à une médecine beaucoup plus personnalisée puisque chaque patient sera bien mieux défini grâce à l'ensemble des données disponibles. Aujourd'hui, on peut faire un séquençage de génome en 2 heures et moins de $1000. Et on a une capacité aujourd'hui à ça coûtait beaucoup plus cher. Hein. Alors qu'on a mis, ça a coûté $3 milliards pour créer le premier établir le premier génome. Le séquençage, oui. Le premier séquençage. Donc une médecine qui va être beaucoup plus personnalisée. On va utiliser énormément le big data aussi dans tout ce qui est la médecine préventive. Donc ça va être un élément de développement très important avec les objets connectés, bien sûr. Mesurer sa pression artérielle en temps réel, par exemple. Exactement. Donc on va améliorer finalement la qualité des soins, améliorer la prévention et aussi être capable d'avoir des traitements qui sont beaucoup plus adaptés, beaucoup plus ciblés à un patient donné. Et ça, en termes d'efficacité, ce sera très transformant. Dernière question, Adeline Salabarou. On a perdu 15% sur le secteur en bourse depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut attendre encore ou il faut en profiter maintenant? Alors, je crois qu'il faut saisir un peu les opportunités dans les marchés parce que le moment du rattrapage est toujours relativement incertain. Dans une année électorale, encore une fois, aux États-Unis, le secteur de la santé peut être encore un peu chahuté et jusqu'à novembre 2016, un peu volatile. Si on attend la fin des élections. Oui, mais si on attend, je pense qu'il est important de saisir des opportunités aujourd'hui. Le niveau de valorisation est très attractif aujourd'hui. On se traite en dessous des moyennes historiques, en dessous de la moyenne des marchés, avec des fondamentaux bien plus solides, puisque c'est un secteur qui est extrêmement rentable, une croissance visible. Donc, c'est une vraie opportunité aujourd'hui. Et on aura beaucoup de publications, par ailleurs, dans les prochaines semaines, de publications d'études cliniques qui vont mettre aussi en lumière une partie de cette innovation. Donc, il vaut mieux être positionné avant ces publications. Plus ces opérations financières éventuelles. Merci beaucoup pour cette ordonnance, Adeline Salabarou. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, on termine avec cette interview, ce 23e numéro de Parlons Placement en direct sur Facebook Live. Je vous invite à nous retrouver chaque mois dorénavant sur la page de bienprévoir.fr et à nous poser toutes vos questions en amont ou pendant l'émission. Merci beaucoup, bonne soirée.